Vous avez la parole, madame. Bonjour. Merci pour l'organisation de ce colloque et de m'avoir donné la possibilité d'y assister et d'ainsi de quasiment découvrir un champ que vous allez voir, je ne maîtrise pas du tout, celui de la santé. Je vais vous parler de l'action de la métropole de Lyon en faveur de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées par l'adaptation du domicile. Alors pour commencer, quelques éléments de cadrage. La question du maintien à domicile, ce n'est pas du tout un problème public nouveau, c'est un problème qui a été énoncé dès les années 60, mais d'une part, ce problème ne cesse de s'exacerber, et d'autre part, il y a un constat d'inefficacité des politiques publiques sur ce sujet, comme le rappelle encore récemment un rapport de la Cour des comptes de 2021. Alors pourquoi le problème s'exacerbe-t-il ? Je pense que les raisons sont bien connues, je vais me contenter de les énoncer. Premièrement, évidemment, une raison démographique avec un vieillissement grandissant de la population. Pour donner simplement une estimation, il est prévu qu'il y ait plus de 200 000 centenaires en 2060, alors qu'ils sont moins de 30 000 aujourd'hui. Dit autrement, une population âgée de plus en plus importante et parmi cette population âgée, des personnes de plus en plus âgées. Une raison financière également, puisqu'il est considéré que la vieillesse, la marée grise, comme l'appellent certains, représente un poids considérable pour les finances publiques, autant nationales que locales, et puis également un poids sur le budget des personnes. Et troisième grande raison qui est invoquée, c'est la raison de saturation des équipements, autant l'engorgement des systèmes hospitaliers de gériatrie ou gérontologie que le problème de l'hébergement collectif, autant public que privé. C'est dans ce contexte qu'il faut bien comprendre que le maintien à domicile des personnes âgées est désormais clairement désigné comme une solution qu'il faut privilégier dans les politiques de prévention de la perte d'autonomie. C'est devenu un mot d'ordre qui est assez consensuel. Je n'ai pas en tout cas, moi, relevé de controverses particulières là-dessus. Ce n'est pas toujours le cas quand on parle d'action publique. Et c'est un enjeu qui est porté au plan national, qui est également porté au plan local, et qui a d'ailleurs été remis sur le devant de la scène avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement, la loi ASV 2015, qui a réaffirmé l'importance du maintien à domicile. Mais dans le même temps, il y a un constat très critique de la situation, avec un nombre de logements adaptés très insuffisant, autant dans le parc public que dans le parc privé. Les explications les plus fréquentes sont qu'on est sur un champ d'action qui regroupe un très large éventail d'acteurs. Alors moi, je viens de l'urbanisme. Je croyais que l'urbanisme, c'était l'apothéose en matière de complexité organisationnelle. C'est une de mes découvertes. Je crois que le champ de la santé bat tous les records que j'ai rencontrés. Donc une très forte dispersion des intervenants que relativement à cette question du maintien à domicile, les départements, les caisses de retraite, les caisses d'assurance maladie, les mutuelles, l'ARS, l'ANA, Agence nationale d'amélioration de l'habitat, des structures associatives, des structures fédératives comme Solia, qui est spécialisée dans l'habitat pour les personnes fragiles, etc., etc., etc. Et je pense que je pourrais passer les 20 minutes qui me sont accordées pour établir la liste, et je ne sais même pas si je serai exhaustive, des acteurs parties prenantes du champ de la prévention de la perte d'autonomie. Avec ça va un autre phénomène qui est celui de compétences techniques, de savoirs très spécialisés et qui ont toutes les raisons de l'être, et morcelé. Et puis également un labyrinthe administratif pour les personnes âgées pour lesquelles il est extrêmement difficile d'identifier et d'accéder aux aides à l'adaptation du logement. Et puis finalement une offre de services publics fragmentée et inégalitaire selon les territoires et selon les personnes. J'ajouterais qu'on se retrouve là devant un problème qui est assez classique pour la sociologie des organisations et la sociologie du travail, qui est celui d'une très forte hétérogénéité cognitive.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une situation, et quand on s'interroge sur la question de la coordination, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. On est là dans une situation où les critères d'intervention, la façon de qualifier le problème de la perte d'autonomie, la façon de qualifier le problème de la prévention, la façon de qualifier la question du maintien à domicile, la façon d'établir les critères d'attribution des aides, eh bien, finalement, ils varient selon les administrations et selon les acteurs, alors même qu'ils sont mis en situation d'agir sur le même problème. Ce problème ne représente pas forcément la même chose pour les uns et pour les autres. Face à ces constats, le plus souvent, la solution qui est mise en avant, c'est celle de la nécessité d'un effort de coordination de l'ensemble de ces parties prenantes. On en a beaucoup parlé depuis ce matin. Et ça s'est notamment traduit par la création de ce qu'ils ont appelé la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. C'est su pour rien. La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie qui a été instaurée par toujours cette loi ASV, adaptation de la société au vieillissement, et qui a été instaurée comme un lieu de concertation et de coordination des acteurs du champ de la prévention, et qui a également consisté à renforcer le rôle du département, des conseils départementaux, comme chef de file de la prévention de la perte d'autonomie. Les départements dont on a peu parlé encore aujourd'hui. Il y a donc un fort ciblage de la préconisation sur cette question de la coordination de cet éventail d'acteurs. Mais on va voir avec le cas dont je vais parler rapidement, qu'il met en évidence une action publique qui repose sur une autre problématisation de la situation, puisqu'il braque le projecteur sur la résistance des personnes âgées à enclencher l'adaptation de leur domicile, qu'il cible également une catégorie très particulière d'acteurs dont on a peu parlé encore également, et qu'il dévoile la métropole de Lyon comme leader dans l'émergence d'un écosystème d'innovation. Quelques éléments de méthode. Le cas dont je vais parler, cette étude de cas, elle est issue d'une recherche collective que j'ai dirigée et qui portait sur la gouvernance de l'innovation urbaine dans le cadre d'un programme de recherche du PUCA, et qui était une recherche exploratoire qui visait en particulier à explorer le rôle que peut occuper l'acteur public, en l'occurrence Grand Lyon Métropole, dans la gouvernance de l'innovation dans une perspective d'une transition vers une ville durable et inclusive. Et donc, un des 8 cas sur lesquels on a travaillé, c'est le projet Bien vivre chez soi à la métropole, qui est un cas d'adaptation du domicile. Donc, comme on a travaillé très classiquement, une revue de littérature sur l'innovation, l'expérimentation, les écosystèmes d'innovation, une revue également de littérature grise et scientifique spécifique à chaque étude de cas, en l'occurrence autour de la prévention et du maintien à domicile, la documentation propre au territoire et à chaque projet, et puis une petite vague de campagnes d'entretien, 5 à 6 par étude de cas, puisqu'on était sur une recherche exploratoire. Et cette investigation, elle visait à identifier de quel problème public il s'agissait, quel était le problème public en jeu dans les projets d'innovation et leur genèse, qui étaient les acteurs parties prenantes de ces projets, leurs activités et leur rôle dans ces actions collectives, et puis également ce qu'avaient produit les projets qu'on étudiait. Alors, évidemment, je ne vous ai pas mis un PowerPoint simplement pour mettre mon nom. Voilà pourquoi je l'ai mis. Donc, le projet Bien vivre chez soi à la métropole, c'est un projet qui est commandité par la délégation développement solidaire, habitat, éducation de Grand Lyon Métropole. Et c'est un projet qui a été conçu, piloté et capitalisé en interne par l'ingénierie publique métropolitaine. Très vite, Grand Lyon Métropole, c'est une métropole peu particulière, puisqu'elle a été créée par la MAPTAM comme une collectivité locale, par fusion des compétences de l'ancienne communauté urbaine de Lyon et du département du Rhône sur le périmètre de l'ancienne communauté urbaine.
sachant que des compétences départementales avaient déjà pour partie été progressivement transférées aux délégués à l'intercommunalité au préalable. Néanmoins, cette fusion, même si elle était plutôt bien préparée localement, ça a bien secoué quand même les institutions parce qu'elle s'est traduite notamment par un important transfert d'agents du département vers la un important transfert d'agents du département qui ont rejoint les agents intercommunaux pour fonder cette métropole. C'est plus de 2000 agents qui arrivent avec une culture institutionnelle et professionnelle très différente, et en particulier porteurs d'une expertise en matière de politique sociale et sanitaire, qui n'était pas le point fort de l'intercommunalité, enfin de la communauté urbaine. Ça a d'ailleurs fait l'objet de séminaires d'acculturation réciproque, et puis ça s'est également traduit, cette création, par une refonte très forte des délégations politiques et de l'organigramme politico-administratif. Et en particulier, ça s'est traduit par la création de cette délégation, là en haut à gauche, par la création de cette délégation développement solidaire, habitat, éducation, qui est notamment composée du pôle personnes âgées, personnes handicapées, dont vie à domicile et dont le service études et coordination, de la direction santé et développement social et de la direction habitat et logement. Ces trois directions se sont entendues pour lancer un projet destiné à explorer des outils, à faire co-concevoir des outils afin d'améliorer les informations, afin d'aider les personnes âgées à mieux accéder aux informations sur l'adaptation du domicile et puis surtout à déstigmatiser l'idée même d'adapter le logement. Donc ça, c'est le projet tel qu'il a été formulé à son lancement. Cette délégation, sur la base de ce projet, elle demande au Living Lab Erasme, en vert à droite, qui est un Living Lab qui était au département du Rhône et qui a été transféré à la métropole avec la fusion, et qui est un service qui lui dépend de la direction de l'économie métropolitaine et qui est un service qui est dédié, qui a acquis une compétence en innovation par la co-conception avec l'usager et les usagers. C'est un service qui est activé par les directions métiers. Donc là, les directions métiers de cette délégation ont demandé au Living Lab Erasme de les aider à concevoir cette expérimentation qu'ils ont soumise à cette fameuse conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, et ils ont été retenus. Avec ce financement, donc c'est un financement de la conférence des financeurs, ce n'est pas un financement métropolitain, et il y a eu le recrutement. La délégation a recruté une équipe projet opérationnelle qui a toujours été depuis 2017 composée exactement de la même façon, avec un chef de projet qui est issu du monde médico-social, un ou une ergothérapeute et un ou une designer. Cette équipe projet opérationnel, c'est elle qui conçoit avec Erasme l'expérimentation, qui pilote l'expérimentation et qui va la capitaliser. Au passage, ça veut dire qu'on a une délégation qui commande et qui suit le projet. On a une équipe projet opérationnelle qui pilote le projet, et on a un Living Lab qui assiste l'équipe projet. Ça veut dire très concrètement qu'on a un assemblage de compétences métiers, compétences au sens professionnel du terme, de compétences métiers et de compétences innovation. Cette équipe projet opérationnelle, elle va mobiliser à la fois des personnes âgées volontaires et puis à la fois des professionnels médico-sociaux, bénévoles et volontaires. Et ensemble, ils vont, sur la base d'une méthode dans laquelle je ne vais pas rentrer, ensemble, ils vont co-concevoir des outils dont les finalités sont d'améliorer l'accès à l'information des personnes âgées et de déstigmatiser l'adaptation du logement pour les personnes âgées. Alors, ils vont procéder selon un processus qui est parfaitement rodé par Erasme, le Living Lab, qui est un processus très connu
la conception des designers par idéation, prototypage rapide, test, reconception, test utilisateur et reconception. Alors pour vous donner un ordre d'idée des prototypes qu'ils ont conçus, il y a eu cette maison miniature qui a été testée dans des ateliers collectifs avec des personnes âgées et qui est aujourd'hui complètement stabilisée et validée. Et puis il y a eu également parmi d'autres outils, des outils numériques. Alors ici, vous ne voyez peut-être pas bien, mais c'est une boîte en carton. On est sur un prototype et puis à l'intérieur, ils ont glissé un téléphone intelligent. Et finalement, à travers laquelle, outil numérique, les personnes âgées peuvent faire une visite virtuelle d'un appartement qui a été adapté, qui a été réellement, lui, adapté. Et avec les différentes flèches, là, ils peuvent circuler de façon virtuelle dans tout l'appartement, les différentes pièces d'un appartement, pour voir à quoi peut ressembler l'adaptation. Une fois ces prototypes testés d'abord en laboratoire, je dis en laboratoire parce que le Living Lab, il a un Urban Lab, donc une plateforme de 400 mètres carrés équipée pour co-concevoir. Ces prototypes ont été testés en situation, c'est-à-dire ils ont été testés in situ et pas seulement en laboratoire, c'est-à-dire qu'ils ont été, la maison miniature, elle a été trimballée, par exemple, dans les maisons des métropoles au moment de la semaine des seniors ou à la CPAM, enfin bref, là où on pouvait trouver des personnes âgées et où on pouvait trouver d'autres professionnels médico-sociaux. Et une fois stabilisés après cette série de tests, finalement, ils sont réellement développés avec des soutiens, hein, par exemple de start-up spécialistes du développement numérique. Et puis, ils ont été diffusés à la fois à des professionnels du monde médico-social, mais également à des représentants des administrations, et tout particulièrement celles qui vont être impactées ou concernées par les questions d'adaptation du logement. Alors, au-delà de la conception de prototypes, qu'est-ce qu'il se passe dans cette expérimentation? Quels enseignements, éléments d'analyse on peut faire ressortir? Je vais en évoquer 3. La première chose, c'est que initialement, le cœur de cible de ce projet, donc le cœur de cible de l'élaboration de cette politique publique, puisque c'est ça qui est en jeu derrière, c'était les personnes âgées. Avec l'expérimentation, la métropole se rend compte de plusieurs choses. Elle se rend compte d'abord que les personnes âgées ont besoin d'être accompagnées pour utiliser les outils. Elle se rend compte également que les professionnels médico-sociaux, par leur métier, par leur expertise technique, peuvent occuper finalement une fonction de prescripteur auprès des personnes âgées pour enclencher l'adaptation du logement. Et il leur est également apparu que finalement, ce n'est pas seulement les représentations des personnes âgées qu'il faut faire évoluer, mais c'est également les représentations et les pratiques des professionnels médico-sociaux. Ces apprentissages, produits par l'expérimentation, ont une conséquence forte puisqu'ils provoquent une bifurcation importante dans l'élaboration de la politique publique métropolitaine de la prévention de la perte d'autonomie par l'adaptation du domicile, puisqu'ils amènent la métropole à considérer que le cœur de cible de sa politique publique, ce n'est plus directement les personnes âgées, mais ce sont les professionnels médico-sociaux dont il faut faire évoluer les représentations et les pratiques, et aussi qu'il faut activer comme des leviers de la transformation du système de la prévention, ce qui va conduire la métropole de Lyon à construire une politique publique d'accompagnement des professionnels médico-sociaux et non plus d'accompagnement en direct des personnes âgées. Deuxième point d'analyse, c'est bien, 1 minute. Deuxième point d'analyse, on a beaucoup évoqué, et c'est dans la littérature, on le retrouve également, une focale importante sur la coordination et le fait de questionner est-ce qu'une métropole ou est-ce qu'une intercommunalité est en position d'être pilote de la coordination territoriale. Ce projet montre finalement quelque chose de différent. Il ne le remet pas en question, mais il montre quelque chose de différent parce qu'ici, vous voyez que la métropole, elle n'endosse pas un rôle de coordinateur. En revanche, elle endosse un rôle de leader dans l'émergence d'un écosystème d'innovation. La notion d'écosystème, très rapidement, donc elle est empruntée à l'écologie,
Elle a été transférée au champ des sciences humaines et sociales par les sciences de gestion et en particulier les théories du management de l'innovation. Je ne vais pas vous faire un cours sur les écosystèmes d'innovation, mais ce qui est important dans cette notion et dans l'analogie avec l'écologie, c'est que ce sont des acteurs qui sont réunis autour d'un enjeu d'innovation, et cette réunion, elle n'est pas de n'importe quelle nature, elle repose sur un principe d'interactivité très fort et surtout de coévolution des compétences et des connaissances. Et bien finalement, le rôle qu'endosse, qu'elle découvre en le faisant, et que finalement elle accepte d'endosser la métropole de Lyon, c'est un rôle d'orchestration de cette coévolution des acteurs du système de la prévention, y compris elle-même, puisque ses propres services évoluent dans leur représentation du problème, évoluent dans leur pratique, évoluent dans leur problématisation de la question. Et le troisième point, si je peux. Merci. Je voudrais souligner que ce cas donne à voir un mode d'action qui est finalement alternatif à beaucoup de choses qu'on a évoquées, puisque il ne s'agit pas d'entrer dans la coordination par les institutions, ni par la législation, ni par la coordination hiérarchique, ni par le contrat, ni même par la planification. Ils découvrent qu'ils peuvent entrer dans la coordination territoriale par les métiers, par l'expertise technique. Alors, c'est pas une question, je n'ai pas, pour dire des choses très franchement, je n'ai pas creusé cette dimension-là parce que j'aurais trop débordé par rapport au cœur de la recherche, vous l'avez compris, qui portait sur la gouvernance d'innovation. Mais il me semble que c'est possiblement une piste de travail qu'on pourrait explorer davantage. Merci.